Étranger. L'agrafeuse s'est abattue sur ma paume, un coup brutal après l'autre. Chaque claquement métallique résonnait dans le quartier, plus fort que ce à quoi je m'attendais dans l'air froid et vide. Chaque poteau téléphonique, chaque clôture, chaque vitrine de magasin décrépite recevait un prospectus. 500. C'était le plan. Attention, sorcière menteuse. La photo d'Emma regardait fixement, prise au dépourvu, les cheveux en désordre, le visage crispé dans ce petit rictus mesquin que j'avais appris à détester. Pas l'Emma de notre mariage, ni même de Noël dernier. C'était elle maintenant, sous le titre. Manque-elle fait 100 fois par jour. Trompe son mari, vraie dégoûtante et truie, a une tache de naissance en forme de cœur sur sa cuisse gauche. Demandez à quiconque l'a vue récemment. J'ai ajouté cette dernière partie par dépit. Peut-être que cela faisait de moi un mauvais homme. Très bien. Je l'ai agrafé. Un clou de plus dans son cercueil. Que les gens regardent. Qu'elles se sentent traquées pour une fois. Quand j'ai eu fini, mes mains tremblaient. La sueur coulait dans mes yeux alors qu'il faisait à peine 10 degrés. Mes épaules étaient en feu. Mais voir ces prospectus partout, sound soufflés par le vent, me donnait l'impression d'être purifié. Presque. J'ai reculé, en regardant cette mer de papier blanc, et j'ai souri. Pas un sourire joyeux, une chose méchante et amère. Mais c'était tout ce qu'il me restait. Je suis retourné à ma vieille Civic, les clés s'enfonçant dans ma paume. Chaque pas était lourd, l'adrénaline se mélangeant à quelque chose de plus froid. La crainte, peut-être, ou juste le poids de ce que j'avais fait. Ma main était engourdie. En ouvrant la portière, je me suis glissé à l'intérieur, je l'ai claqué et je suis resté assis là pendant une seconde. Le silence s'est refermé. Je me suis permis de respirer, juste une seconde. Puis tout a volé en éclats. Le verre a explosé, projetant des éclats sur mes genoux. Quelque chose de gros, une pierre, une brique, je ne sais pas, s'est fracassé contre ma tête, juste au-dessus de mon oreille. Je n'ai même pas eu le temps de jurer. Le monde s'est éteint comme un interrupteur. Vous voulez savoir comment j'en suis arrivé là? Évanoui dans ma propre voiture, saignant sur les sièges que je nettoyais à l'aspirateur pour Emma. Ça n'a pas toujours été comme ça. Pas avant que les mensonges ne s'empilent, les uns sur les autres, jusqu'à ce que je ne puisse plus voir la lumière du jour. Tout a commencé dans mon café, la routine quotidienne. Mon petit coin de paix. Je l'avais construit de toutes pièces. Je ne me contentais pas de signer les chèques. J'ai frotté les sols, je me suis brûlé les doigts sur la machine à expresso. Je connaissais chaque habitué par sa commande et son premier chagrin d'amour. Un mardi sans intérêt, j'essuyais le comptoir, en écoutant une playlist Spotify. Un matin comme les autres. Deux types, qui ne devaient pas avoir plus de 20 ans, étaient assis près de la fenêtre, bruyant comme s'ils possédaient le monde. Cette nouvelle femme que je fréquente, a dit le premier. Il souriait comme s'il venait de gagner à la loterie. Plus âgé? Ouais, genre la quarantaine, mais bon sang, elle est canonne. Elle s'appelle Emma. Emma. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai continué à nettoyer. Ne tire pas de conclusion hâtive, me suis-je dit. Emma est un nom courant. Cette ville est pleine d'Emma. Son pote s'est penché. Ouais. Elle a un gosse ou un truc du genre? Non, mec, mais elle est sauvage. Sérieux. Elle a une tache de naissance en forme de cœur juste ici. Alors qu'il se tapotait la cuisse en riant. Faut voir ça. C'est n'importe quoi, mec. C'est parfait. Jamais rien vu de pareil. J'ai arrêté de bouger, j'ai senti la serviette glisser de ma main. Mon Emma. J'avais embrassé cette tache de naissance 1000 fois. Personne d'autre n'était censé savoir qu'elle existait. Cette carte privée de son corps désormais discutée avec désinvolture comme une anecdote de conquête par un gamin arrogant dans mon café. Le sang a quitté ma tête, laissant un vide froid et nauséabond. J'ai marmonné quelque chose d'incohérent à mon employé, j'ai tripoté les cordons de mon tablier et je me suis précipité par la porte de derrière dans la ruelle. L'odeur des mares de café rassis et des poubelles débordantes a rempli mes poumons. Mais je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Le monde me paraissait instable sous mes pieds. Ce n'était pas seulement la tromperie. C'était la désinvolture, le caractère public impliqué par le fait que ce gamin connaissait ce détail. Combien d'autres le savaient? Depuis combien de temps cette représentation du réel?
Le trajet en voiture a été flou, le choc et la crainte tourbillonnant ensemble, obscurcissant chaque réverbère. Emma était toujours à son bureau, ce travail miracle, celui qu'elle avait enfin réussi à décrocher après des années à jurer que sa vieille blessure l'empêchait de travailler. Des années où je l'avais soutenue financièrement, émotionnellement, de toutes les manières possibles pour un homme. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle nous trahissait. Les fissures remontaient à des années, jusqu'à cette malédiction. Hernie discale à l'entrepôt. La douleur, puis les pilules. Puis le désastre qui a suivi. La femme que j'aimais s'est transformée en une étrangère. Nerveuse, secrète, cruelle d'une manière que je ne reconnaissais pas. Je n'oublierai jamais cette première vraie dispute. Elle était dans la cuisine, fouillant dans les tiroirs, les yeux fuyants. « Tu cherches quelque chose ?» ai-je demandé, sachant déjà. Elle s'est raidie, sans croiser mon regard. « Ne commence pas, Larry. J'ai juste besoin de mes antidouleurs. » J'ai sorti une bouteille de derrière mon dos et je l'ai posée sur la table. « Tu veux dire cela ? Ou ceux dans la salle de bain ? Ou la cachette que tu as scotchée sous l'évier ?» Elle s'est figée, les mains tremblant. « Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes affaires. Je suis ton mari, Emma. Tu t'attendais à quoi ? J'ai trouvé 3 planques de cachets différentes rien que la semaine dernière. 3. Tu crois que je ne le remarquerai pas ? » Sa voix s'est élevée, ses yeux brillants. « J'ai mal, Larry. Tu ne sais pas ce que c'est, ai-je insisté, sans reculer. Le docteur a dit que tu n'avais plus besoin de tout ça. Il t'a dit de consulter un thérapeute. Tu as séché tes rendez-vous, Emma. Et puis tu m'as dit que tu avais arrêté d'un coup. Alors, c'est quoi ça ? J'ai secoué le flacon dans ma main. Elle s'est retournée brusquement, en colère et désespérée. Tu n'écoutes pas. J'ai arrêté. Presque. Parfois, j'ai juste besoin de quelque chose pour adoucir les angles. Presque. J'ai ricané. Emma, tu n'es pas clean. Tu es accro, et tu ne veux même pas l'admettre. Tu as promis. J'ai été là pendant tout ça. La cure, les rechutes, les pleurs, les dissimulations. Tu m'étouffes. Tu surveilles tout, tu accuses toujours. J'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer dans cette maison. Non, tu nous noies tous les deux. Tu as transformé notre vie en un putain de piège. Je suis ton infirmier, ton agent de probation, mais plus jamais ton partenaire. Elle s'est effondrée à table, les mains dans les cheveux. Je ne voulais pas ça. Je n'ai jamais rien voulu de tout ça. J'ai baissé la voix. Combien de fois, Emma ? Combien de promesses ? Combien de planques ? Tu ne fais même pas d'efforts. Tu ne fais que mentir, encore et encore. Elle a sangloté, silencieuse et honteuse. J'ai juste secoué la tête, me sentant vieux et froid à l'intérieur. Je t'aimais. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était que tu me fasses confiance. Maintenant, je ne sais même plus qui tu es, a-t-elle murmuré. Ne me quitte pas, Larry. Je ne pouvais plus la regarder. Je ne sais même pas s'il reste quelque chose à quitter. Et tissé au cœur de ce cauchemar, il y avait l'autre trahison, celle qui nous a poussés à suivre une thérapie. J'ai trouvé les messages tard dans la nuit, penché sur son téléphone ou sa tablette, baigné dans la lumière bleue. Pas de porno, pas de propositions explicites, mais des conversations. Profondément personnelles. Des échanges avec des hommes en ligne. Des inconnus dont les profils hurlaient aux prédateurs ou aux losers solitaires. Elle leur livrait son cœur, se plaignant de moi, de nos disputes, partageant ses angoisses, ses rêves pour l'avenir. Des choses qu'elle refusait de discuter avec moi. C'était comme une infidélité émotionnelle, une mise à l'écart délibérée, partageant l'intimité qui nous était destinée avec des néants anonymes en ligne. Je me souviens vivement de la confrontation. Debout dans notre salon en désordre, l'air déjà lourd de la tension tacite de sa convalescence, j'ai brandi sa tablette. Un fil de messages particulièrement irritant affiché. « Emma, c'est quoi ce bordel ?» Ma voix était tendue, essayant de maîtriser la fureur. « Qui sont ces gens ? Pourquoi racontes-tu à des inconnus nos affaires privées ?» Elle a réagi avec une attitude défensive instantanée, arrachant la tablette. « Ce n'est rien, Larry. C'est juste des conversations. Ils écoutent, d'accord ? Ils ne me jugent pas comme toi. Juger ? J'essaie de t'aider.
Je suis ton mari. La supplication semblait pathétique, même à ce moment-là. Pourquoi tu ne peux pas me parler comme ça? Parce que tu ne comprends pas, a-t-elle crié, des larmes de frustration, et non de remords, jaillissant dans ses yeux. Tu essaies toujours de tout arranger. Tu n'écoutes pas, c'est tout. Parfois, j'ai juste besoin que quelqu'un m'écoute, qu'il me dise, ouais, c'est nul, pas qu'il me donne un plan en 5 points, et ces types au hasard en ligne sont de meilleurs auditeurs que moi. L'absurdité m'a piqué au vif. Comment puis-je écouter? Comment puis-je aider? Comment puis-je faire quoi que ce soit si tu caches des choses, si tu mens sur les personnes avec qui tu es en contact? La dispute a dégénéré, se terminant comme d'habitude par des portes qui claquent, dans un silence glacial qui nous a conduits chez le docteur Albright. Thérapie de couple. Sa suggestion bien intentionnée me semble maintenant d'une ironie noire. Emma, avait-elle dit, d'une voix calme et raisonnable. Peut-être que canaliser ses sentiments dans un journal intime pourrait être un exutoire constructif plutôt que de rechercher une validation externe en ligne. Emma s'en est emparée, a acheté une étagère remplie de cahiers fantaisie, et coïncidant avec une période où elle semblait diminuer progressivement les analgésiques puissants, ou du moins je l'espérais désespérément, elle a commencé à écrire constamment. Les choses se sont calmées à la maison, une trêve fragile s'est installée. J'ai vu le journalisme, j'ai vu la réduction apparente de la consommation de pilules, et je me suis permis de croire que c'était peut-être ça. Peut-être que nous étions enfin en train de prendre un tournant. J'ai même essayé doucement de combler le fossé que son journalisme avait créé. Et ai-je dit un soir, essayant d'avoir l'air désinvolte, je suis content que l'écriture t'aide. Si jamais tu as envie de partager quelque chose, tu sais, juste pour en parler, je suis là. Je vais juste écouter. Promis. Pas de solution. Elle m'a adressé ce sourire crispé et illisible que je reconnaissais maintenant comme de la pure esquive. Merci, Larry. Ça m'aide vraiment. Mais c'est privé, tu sais, juste pour moi. Privé. Juste pour elle. Comme les conversations en ligne, comme les cachets que je priais pour qu'elle ne prenne plus. Comme la tache de naissance en forme de cœur dont parlaient des inconnus dans mon café. Je ne me souviens même plus d'avoir conduit pour rentrer à la maison. J'avais la tête qui tournait, les mains tellement serrées sur le volant que mes jointures sont devenues blanches. La première chose que j'ai faite en rentrant a été de chercher son journal, celui qu'elle gardait toujours fermé à clé dans sa table de chevet avec ce stupide petit cadenas à fleurs. Je l'ai crocheté avec un trombone. C'était bêtement facile. C'est là que j'ai tout lu. Les noms, les dates, les lieux. Il ne s'agissait pas d'un seul type, pas seulement d'un amusement innocent. Non, lieu et date correspondaient parfaitement à ces soirées tardives au travail, aux urgences d'amis, aux virées shopping en solo, aux descriptions cliniques de rencontres, aux critiques acerbes d'activités, aux comparaisons désinvoltes entre amants et, entrelacées, au thème constant de l'acquisition de pilules. Vugé pour le fun et le réapprovisionnement. Théma dégoté de bonnes choses. Faut cacher le coût de la pharmacie à elle, et puis les passages qui me concernent. Brutal, méprisant. Larry est tellement prévisible et ennuyeux, mais il paie les factures. J'ai dû jouer la femme dévouée ce soir. Épuisant. Il croit vraiment que je suis clean. Lol. Parfois je le laisse me toucher juste pour qu'il ne se méfie pas. J'ai l'impression de devoir me décaper la peau après. Je n'étais pas qu'un imbécile. J'étais répugnante pour elle. Le fournisseur, le pigeon. Le distributeur automatique sur pattes qui finançait sa vie secrète pendant qu'elle me tenait dans un mépris absolu. J'ai tout photographié. Chaque page, chaque nom, chaque référence aux pilules. Puis j'ai localisé la cachette actuelle. Pas seulement des antidouleurs, mais un cocktail d'excitants, de sédatifs, Dieu sait quoi d'autre, caché à l'intérieur d'un livre de développement personnel et vidé sur sa table de chevet. L'ironie ne m'a pas échappé. Encore des photos. Des reçus de pharmacie à des kilomètres de là, payés en espèces. J'ai tout téléchargé sur un cloud sécurisé, effacé le cache de mon téléphone, tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Quand elle est rentrée à la maison ce soir-là, je l'attendais. Elle a lâché son sac, enlevé ses chaussures et m'a regardé comme si j'étais un meuble. Tu es rentré tôt. Oui, j'ai dit, d'une voix monocorde. Il faut qu'on parle. Elle n'a pas bronché, elle a juste levé les yeux au ciel. Si c'est à propos de la facture de carte de crédit. Ce n'est pas ça. J'ai brandi le journal. Elle s'est figée une demi-seconde.
Puis le masque est tombé. Tu as fouillé dans mes affaires? Tu es incroyable. J'ai ri. Un son laid. C'est ça ton problème avec tout ça, pas le fait que tu couches avec la moitié du quartier. Ne sois pas dramatique, Larry. Ce n'est pas ce que tu crois. Épargne-moi ça. Ma voix était froide. Je sentais que je perdais pied, que je perdais ce qui restait de l'ancien moi. J'ai tout lu, Emma. Je sais tout. Peut-être que si tu m'écoutais. Écoutez quoi? Comment tu es seul? Comment c'est de ma faute si tu ne peux pas tenir tes jambes fermées? Tu as détruit notre mariage, Emma, ai-je répondu, la glace dans ma voix se fissurant légèrement sous la fureur froide qui bouillonnait en dessous. Il y a des années, c'était déjà assez grave, mais ça? Des années de mensonges, de tromperies pendant que je me cassais le dos à te soutenir, en pensant que tu te rétablissais, en m'utilisant. Puis vint le pivot prévisible vers la victimisation. Tu m'y as poussé. Elle a hurlé, abandonnant toute prétention d'innocence. Tu es tellement contrôlant, tellement putain de critique. Toujours à me surveiller, toujours à te méfier. Tu m'as étouffé. Je me méfiais parce que tu mentais, ai-je finalement rugi, les vannes cédant. Je t'ai soutenu pendant la dépendance, les blessures, le chômage. J'ai payé cette foutue thérapie. Je t'ai supplié d'être honnête. Et c'est comme ça que tu me remercies? En baisant la moitié de la ville et en me traitant de distributeur automatique ennuyeux dans ton petit journal. Sors, dis-je, ma voix dangereusement calme. Quoi? Sors de ma maison. Ses yeux se sont écarquillés puis se sont plissés. Un sourire narquois a joué sur ses lèvres. Force-moi. C'est ma maison aussi, tu te rappelles? La moitié m'appartient. Je ne pars pas. Si tu veux partir, c'est toi qui sors. Elle a croisé les bras, planté ses pieds, me défiant. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a craqué. Pas violemment, mais de façon décisive. L'interrupteur s'est actionné. L'homme qu'il avait aimé, protégé, supplié. Il est mort là. Ce qui l'a remplacé était froid, concentré et absolument impitoyable. Très bien, ai-je dit, le mot sonnant comme de la glace. Je pars. Je ne veux plus rester sous le même toit que toi. Mais ce n'est pas fini. Tu crois que tu peux juste brûler ma vie et t'en aller comme ça? Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. J'ai marché vers la porte. Elle a ri alors, un son aigu et cassant. Qu'est-ce que tu vas faire, Larry? Pleurnicher auprès de ton avocat? Tu es pathétique. Tu es faible. Tu l'as toujours été. C'était sa dernière erreur, sous-estimer la fureur d'un homme qui réalise enfin qu'il n'a plus rien à perdre. Je vais réduire en cendres toute ta vie de mensonges, de tromperies et de manipulations. Tu m'as tout pris. Maintenant, je vais tout te prendre. Regarde bien, ai-je répété, fixant ses yeux une dernière fois, la laissant voir la promesse de destruction qui s'y trouvait. Puis je suis sorti dans la nuit. Le café était calme après la fermeture, juste le bourdonnement des réfrigérateurs, le gargouillement occasionnel des tuyaux. J'étais assis seul à l'une des petites tables, les reçus de la journée étalés devant moi, mais je ne les voyais pas. Le clair de lune s'infiltrait à travers la grande baille vitrée, projetant de longues ombres sur le sol poli. Dehors, les lumières de la ville peignaient le ciel d'un orange flou. Pendant un instant, l'amertume s'est retirée, laissant un vide douloureux. Je me suis souvenu avoir fait ma demande à Emma dans un endroit comme celui-ci il y a des années, plein d'un espoir stupide. Je me souvenais de son rire, de la façon dont elle me regardait. Avant la blessure, avant les pilules, avant que les mensonges ne s'accumulent si haut qu'ils nous ont tous deux ensevelis. Tout cela était-il réel? J'ai pris une respiration lente et délibérée, refoulant les souvenirs. Cet homme avait disparu. Cette vie était terminée. Ce qui importait maintenant, c'était le plan, le démantèlement méthodique, la vengeance. Il y avait du travail à faire. Le premier appel que j'ai passé le lendemain matin était pour Marcus Thorne, connu dans certains milieux simplement comme le requin, le meilleur et le plus impitoyable avocat spécialisé dans les divorces de l'État, avec des honoraires à la hauteur. Je l'ai rencontré dans son bureau d'un luxe intimidant, tout en bois sombre et en cuir. Je n'ai pas perdu de temps avec les émotions. J'ai exposé les faits, présenté les preuves. Des copies numériques nettes des pages du journal, des photos de la cache de pilules, des relevés financiers montrant mon soutien par rapport à ses dépenses cachées. Thorne écoutait attentivement,
ses yeux brillant d'une appréciation professionnelle pour le volume de saleté que je lui avais fourni. Monsieur est, dit-il en joignant ses doigts en flèche, un prédateur sentant le sang. Ce n'est pas une affaire de divorce. C'est une démolition. Quel résultat recherchez-vous? Je veux qu'elle ne reste avec rien, ai-je déclaré catégoriquement. La maison, ses droits sur mon entreprise, ses économies, rien. Et je veux que ce soit fait rapidement et proprement. Il sourit, une fente fine et sans humour. Considérez que c'est fait. Nous allons rédiger un accord tellement unilatéral que cela lui fera tourner la tête, compte tenu de ses preuves. Il tapota le dossier contenant les copies du journal et les photos des pilules, ainsi que son incapacité probable à s'offrir un avocat compétent. Une fois que certains autres arrangements auront été pris, elle n'aura d'autre choix que de tout signer pour que tout cela disparaisse. Pendant que Thorne opérait sa magie juridique, j'ai fait mon prochain geste. Un courriel soigneusement rédigé, joignant des photos sélectionnées, les pilules, les reçus de caisses de médecins inconnus, envoyés anonymement au service des ressources humaines et au directeur général de l'entreprise d'Emma, soulevant des préoccupations potentielles en matière de responsabilité et de conduite des employés. Je n'ai pas formulé d'accusations explicites, j'ai simplement soulevé de sérieuses questions sur une déficience potentielle, des violations de la politique et des risques de réputation, étayés par les preuves. Cela a fonctionné plus vite que je ne l'imaginais. En moins de 3 jours, j'ai appris par le bouche à oreille, par une ancienne collègue qui venait encore occasionnellement à la boutique, qu'Emma avait été abruptement licenciée. Virée. Son premier vrai travail depuis des années. Terminé. Comme ça. Le lendemain matin, la boutique était animée. J'étais à mi-chemin de la préparation d'un latte quand la cloche au-dessus de la porte a tinté. Brusque et en colère. Emma est entrée, les cheveux ébouriffés, les yeux sauvages, la mâchoire serrée. Elle n'a pas attendu la file d'attente et n'a même pas accusé réception des regards, elle s'est juste dirigée droit vers le comptoir, les poings serrés. Fils de pute, a-t-elle sifflé assez fort pour arrêter les conversations. J'ai gardé la voix basse. Emma, ne fais pas ça ici. Oh, je fais ça ici même, a-t-elle rétorqué en tremblant. Tu te crois malin? Tu crois que je n'aurais pas compris? Les emails, les photos. Les RH me l'ont dit. Larry. Tu m'as piégé. Tu as détruit ma vie. Les gens regardaient. Je pouvais voir des téléphones sortir. Ma barista s'est figée, tenant une tasse en l'air. Emma a claqué sa main sur le comptoir. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement me laisser tranquille? Tu as déjà tout pris. Tu as ruiné mon travail. Tu répands des mensonges. J'ai perdu mon assurance, Larry. Comment suis-je censé vivre maintenant? Emma, tu t'es fait ça à toi-même, ai-je dit doucement, le visage brûlant. Tu apportais des pilules au travail. Tu as menti à tout le monde, pas seulement à moi. Elle a ri, un son amer et creux. Ne fais pas comme si tu t'en souciais, tu voulais juste me voir tomber. Tu as adoré ça. Toi. Elle a attrapé une carafe à café et l'a lancée contre le mur carrelé. Le café a giclé partout. Un client a crié. Emma s'est retournée, lançant un regard noir à la pièce. Allez-y, jugez-moi. Elle a hurlé à la foule stupéfaite. C'est lui le vrai monstre ici. Il a ruiné ma vie parce qu'il ne pouvait plus me contrôler. Emma, s'il te plaît, va-t'en, ai-je dit, sans bouger, ma voix monocorde. Va en enfer, Larry, a-t-elle hurlé. Tu as toujours été un lâche. J'espère que tu vas t'étouffer avec cet endroit. Elle est sortie en trombe, bousculant les gens, la cloche sonnant sauvagement derrière elle. Pendant un instant, le seul son dans la boutique était le goutte-à-goutte du café renversé et des chuchotements. Mes mains tremblaient alors que j'essuyais le comptoir. J'ai gardé les yeux baissés, mais je pouvais sentir tout le monde regarder, et je savais que ce qui restait entre nous était bel et bien terminé. Après cette crise publique, je savais qu'elle ne reviendrait jamais. Mais ce n'était pas suffisant. Pas après tout. Les mensonges, la dépendance, l'humiliation. J'avais besoin que le monde la voie telle qu'elle était réellement. Alors j'ai répandu les tracts. Je suis resté éveillé la moitié de la nuit pour les imprimer. Découper, agrafer, m'assurer que chacun d'eux avait sa pire photo et ses lettres noires audacieuses. Méfiez-vous de la sorcière menteuse, ment 100 fois par jour. Trompe son mari. Toxicomane. Demandez à quiconque a vu la tache de naissance en forme de cœur sur sa cuisse.
Chaque poteau téléphonique, chaque clôture, chaque boîte aux lettres dans un rayon de 10 pâtés de maison était recouvert de sa honte. Les gens regardaient. Certains prenaient des photos, quelques-uns les arrachaient. Mais je les ai remplacés. C'était mesquin, c'était ignoble, mais j'avais l'impression que justice était faite. Thorne a finalisé l'accord de divorce. Il a appelé après qu'Emma ait reçu les documents. Pas d'accord, a-t-il dit. Elle refuse de signer quoi que ce soit. Elle dit qu'elle ne quittera pas la maison, qu'elle n'abandonnera pas un centime. Je l'imaginais assise dans la cuisine, les bras croisés, agissant comme si elle possédait encore les lieux. Alors, on fait quoi maintenant, ai-je demandé. Thorne n'a pas hésité. Maintenant, on va au tribunal, et on y va fort. Je ne vais pas la laisser s'en tirer avec quoi que ce soit que tu as bâti. Elle est déjà en train de se victimiser, ai-je déclaré. Elle va essayer de me traîner dans la boue. Quel essai, a dit Thorne, sur un ton purement professionnel. Qu'elle le fasse. On la frappera avec tout, sa perte d'emploi, les pilules, les dépenses. J'espère qu'elle est prête à se battre. J'ai acquiescé, la mâchoire serrée. Allons-y. Guerre totale, Larry. Elle veut une bataille, elle va en avoir une. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade. Les gants étaient retirés. Une semaine plus tard, nous nous sommes réunis au tribunal. Emma est arrivée avec une mine épouvantable. Vêtements froissés, yeux rougis, la mâchoire crispée dans cette ligne obstinée. Elle m'a fusillé du regard de l'autre côté de l'allée, la haine brûlant à travers l'épuisement. Thorne était assis à côté de moi, parfaitement calme, une pile de dossiers à son coude. L'avocate d'Emma, une femme nerveuse nommée Mason, a mélangé des papiers et a tenté de croiser le regard d'Emma. Le juge est entré, prenant place. Affaire numéro 24 DV 1108, Clark contre Turner. Requête en divorce et partage des biens. Thorne s'est levé. Votre honneur, le demandeur sollicite une répartition équitable en vertu du droit de l'État, conformément à l'article 452 330. Nous demandons la possession exclusive du domicile conjugal, les droits exclusifs sur l'entreprise connue sous le nom de Déligrin, et la conservation de tous les comptes de retraite et d'épargne des défendeurs. Les antécédents de toxicomanie, le licenciement récent pour motif valable et l'inconduite conjugale sont documentés dans les pièces CAH. L'avocate d'Emma a rétorqué, objection, votre honneur. Ces accusations. Le juge l'a interrompu. Maître Mason, votre cliente a eu l'occasion de négocier un accord. Je constate qu'une requête reconventionnelle a été déposée demandant une pension alimentaire pour conjoint et un partage des biens. Est-ce toujours votre demande? Mason a acquiescé. Oui, votre honneur. Ma cliente demande une pension alimentaire en raison de sa perte d'emploi, de son état de santé et de son niveau de vie établi pendant le mariage. Thorne n'a pas sourcillé. Votre honneur, la pièce F comprend des dossiers médicaux montrant que la défenderesse a été déclarée apte au travail il y a plus d'1 an. Son licenciement était justifié, violation des politiques de l'entreprise en matière de substances. Nous soutenons que toute demande de pension alimentaire est sans fondement. De plus, le demandeur sollicite l'expulsion immédiate de la défenderesse du domicile conjugal conformément à l'article 452 310, paragraphe 6, en raison d'un conflit permanent et d'un risque de gaspillage. Emma a bondi de sa chaise. Vous ne pouvez pas simplement me jeter dehors. J'ai construit cette maison, moi aussi. Thorne a répondu, sa voix froide comme de la glace, vous n'avez rien contribué au cours des 3 dernières années, Madame Turner. L'hypothèque, les charges, tout est payé par Monsieur Clark. Les dépenses de votre cliente sont détaillées dans la pièce J. Plus de 12 000 $ dépensés en analgésiques sur ordonnance au cours des 18 derniers mois. L'avocate d'Emma a sifflé, votre honneur, c'est une diffamation. Le juge a frappé de son marteau. Assez. Madame Turner, êtes-vous prête à contester ces conclusions sous serment? Emma m'a fixé, puis a secoué la tête. À quoi bon? Il m'a déjà fait passer pour une junkie et une voleuse. Le juge a froncé les sourcils. Très bien. Sur la base des preuves, j'attribue la possession exclusive du domicile conjugal et de l'entreprise à Monsieur Clark. Il n'y aura pas de pension alimentaire pour conjoint. La défenderesse ne conservera que ses biens personnels et le véhicule déjà immatriculé à son nom. Toutes les autres dettes contractées à son nom restent de sa seule responsabilité. Le tribunal ordonne l'évacuation immédiate dans les 5 jours ouvrables. Emma s'est effondrée,
des larmes coulant sur son visage, mais sa voix était pur venin. Félicitations, Larry. Tu m'as ruiné. Thorne a simplement souri. Tu t'es ruiné toi-même. Le juge a signé. Le divorce est prononcé. Toutes les conditions sont celles énoncées. L'audience est levée. Emma a attrapé son sac et est sortie en trombe, me bousculant sans dire un mot. Thorne s'est levé, me serrant la main. C'est fini, Larry. Elle ne peut plus te toucher, ni la boutique. Tu as gagné. J'ai acquiescé, me sentant vide alors que je sortais dans l'après-midi gris. La victoire avait un goût amer, mais c'était fait. Je suis sorti du tribunal seul pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. L'air était froid, vif. Je me suis laissé respirer profondément. Je suis allé au parking du centre commercial où j'avais laissé ma voiture. En bas des marches, j'ai aperçu quelques-uns de mes prospectus collés au lampadaire, sorcière menteuse écrits en gras au marqueur noir. Le visage renfrogné d'Emma sous certains d'entre eux était à moitié déchiré, flottant au vent, mais la plupart étaient encore là pour que le monde entier les voie. Je dois admettre que j'ai ressenti un sentiment de satisfaction tordue. Bien joué, Larry, pensais-je. Tu es vraiment allé jusqu'au bout. Je suis monté dans la voiture, j'ai fermé la portière, mes mains enfin stables. Pendant une seconde, je suis resté assis là, laissant les sensations s'installer. Puis tout a volé en éclats. Une grosse pierre a fracassé la vitre côté conducteur, projetant du verre dans tout le siège. La seconde suivante, une douleur intense a éclaté, brûlante, quand la pierre a heurté ma tempe. Je n'ai vu que le flou de mes propres prospectus à travers le verre brisé. Et puis plus rien. Je me suis réveillé au rythme des bips des machines et à l'odeur stérile du désinfectant d'hôpital. Ma tête était prise d'élancements profonds, un mal à vous briser les os. J'ai essayé de me redresser, mais une vague de vertige et de nausée m'a forcé à me rabattre sur le matelas fin. Ma tempe gauche était gonflée, sensible au toucher. Doucement, champion. N'essayez pas de vous lever trop vite. J'ai cligné des yeux, essayant de me concentrer. Marcus Thorne, mon avocat requin, se tenait à côté du lit, d'une élégance incongrue dans son costume sur mesure au milieu de la tristesse de l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je croassé, la gorge sèche? Quelqu'un n'a pas apprécié vos efforts de décoration intérieure, dit Thorne avec ironie. A jeté une pierre à travers la vitre de votre voiture pendant que vous étiez assis dedans. Ça vous a valu une méchante commotion cérébrale. Vous avez été inconscient pendant quelques heures. Les souvenirs sont revenus en rafale. La police, ai-je demandé. Déjà là. Ils ont pris une déposition préliminaire pendant que vous étiez inconscient. Ils vérifient les images de surveillance des magasins de l'autre côté de la rue où vous étiez garé. Ils disent qu'il y a de fortes chances qu'ils aient filmé l'auteur sur une caméra. Thorne s'est permis un autre sourire discret. Dégradation. Ça ajoute une petite complication à la procédure de divorce, vous ne trouvez pas? Il avait raison. Si c'était Emma, et je n'en doutais pas, elle venait de me donner encore plus de poids dans la balance. Sa rage impulsive et violente n'était qu'un clou de plus dans son cercueil. Il a fallu moins d'une journée à la police, les images de surveillance étaient granuleuses mais suffisamment claires. Emma, reconnaissable même dans la faible lumière, rôdait près de ma voiture, ramassant une pierre d'aménagement paysager dans un parterre de fleurs voisins, attendant que je monte, puis la lançant avec une force surprenante avant de s'enfuir en courant dans l'obscurité. Son dernier acte de défi désespéré est sa plus grosse erreur. La bataille juridique, si on pouvait l'appeler ainsi, a été rapide et brutale. Nous avons ajouté les accusations d'agression, étayées par le rapport de police et la preuve vidéo. Nous avons poursuivi pour mes frais médicaux et dommages et intérêts. Emma, sans emploi, fauchée et faisant face à des accusations criminelles, n'avait plus la force de se battre. Son avocat commis d'office lui a conseillé d'accepter l'accord qu'elle pourrait obtenir. Au tribunal, le juge l'a à peine regardé. Emma a été condamnée à payer mes frais médicaux. Un plan de paiement a été mis en place, des centimes pour $1 que je ne verrai probablement jamais en totalité. Mais le jugement est resté. Elle a obtenu une mise à l'épreuve pour l'agression, évitant la prison uniquement parce qu'il s'agissait d'une première infraction, et je n'ai pas insisté pour qu'elle y aille. La voir enfermée me semblait moins satisfaisant que de la regarder s'effondrer dans le monde réel. Après tout, Emma a dû quitter notre maison. J'y suis entré avec le policier. Je me suis tenu dans le couloir, les bras croisés.
Le shérif adjoint s'est penché dans l'embrasure de la porte, silencieux, se contentant de regarder. Emma se déplaçait dans la maison comme un fantôme, fourrant des vêtements et des articles de toilette dans 2 sacs usés. Ses mains tremblaient. Elle gardait les yeux baissés, ne me regardant jamais, ne parlant jamais. La maison était silencieuse, à l'exception du cliquetis des cintres bon marché et du bruit des fermetures éclairs des valises. Lorsqu'elle est finalement sortie, elle a gardé la tête haute, mais son visage était épuisé et dur. Elle m'a bousculé en passant, les sacs heurtant ses jambes, le policier la suivant. À la porte d'entrée, elle s'est arrêtée comme si elle voulait dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Juste ce petit sourire crispé qu'elle arborait toujours quand elle était en train de perdre. Puis elle est partie. C'était tout. Après tout, la maison était enfin à moi et, pour la première fois, complètement vide. Les dernières nouvelles que j'ai eues, il y a peut-être 6 mois, provenaient de ce même ancien collègue bavard. Emma travaille de nuit dans une station-service délabrée au bord de la route. Le salaire minimum, toujours aux prises avec les pilules, vivant apparemment dans un complexe d'appartements miteux, sortant avec l'un des mécaniciens qui y travaillent. Un vrai cadeau, il l'appelle Mike Legras. Et le comble, c'est que Mike Legras la trompe déjà avec la caissière de l'équipe de jour. J'ai ressenti un frisson froid et aigu en entendant ça. Aucune pitié, aucun remords. C'est le boomerang, ma chérie. On récolte ce que l'on sème, et parfois ça vous frappe en plein dans les yeux. Fort. Nå, vi lopper den jo, det er fint. Ja, okay, fint nok. Kan du se et craft-eksempel? Ja, det kan jeg da godt. Stort. Så min-maxer vi. Der er Check. sgu også kul og alt muligt her. Det er stort. Jeg smider jern ind. Ja, du får lige noget mere her, så. Jeg kan allerede mærke, der er 100 gange bedre comms i det her videospil her, end der er med Myggehygge og ham den anden. Ja, men med al respekt, der er ikke nogen af dem, der fatter det. Altså, Nej, men vi skal nok få det her ret hurtigt. det er sgu også rigtigt nok. Men jeg tror heller ikke, hvad var det? Argo og Søndergaard, de kunne heller ikke gennemføre, tror jeg. Kunne de heller ikke det? Nej, jeg Men, tror ikke. Altså, er der nogen af dem, der overhovedet har gennemført Minecraft, uden at det er Lunar Client? Hold kæft med det Lunar Client. Vil du ikke spille sådan lidt kul ind? Jo. Kan jeg det? Kæft, de snakker meget om den 10. Vi er der, gutters. Og jeg aner stadigvæk ikke, hvad der sker den 10. Ved du, hvad der sker den 10. Icon? Nej. Nej, jeg ved det heller ikke. Det kan godt ske den 10. Men hey, der er snart en bytur i gang. Og så lige... Låbstein bytur. Der kommer du selvfølgelig også. Jamen, Det går Martin. der er jo et problem. Hvad er det problem? Ja, du ligger den i min fødselsdagsweekend. Hvornår er det du fødselsdag? 1. september. Så holder du bare fødselsdag sammen med alle os. Det er da fucking hyggeligt. Nå, ja, det må jeg lige overveje. Nej, nu tager du afsted sammen med hele dit community. Mit community? Ja. Hvornår? Smilla skrev jo til... Det ved vi jo ikke endnu. Det er derfor, man skal begynde at stemme jo. Nå, ja. Smilla skrev jo til mig, at hun ville fucking gerne have dig med, som en af de eneste mænd. Ellers så er hun jo kun for kvindernes skyld. Ja, men jeg synes også, Smilla, hun flytter lidt med mig lige for tiden, det kan jeg godt mærke. Jeg har... Ja, det er der mange mænd, der er jaloux over. 5 nu. Okay, jeg har lavet mig en pickaxe og en økse. Okay, jeg laver også en pickaxe. Er det nødvendigt? Skal vi ikke bare have en pickaxe? Egentlig. Skal vi? Hvad nu hvis... Nå ja, vi går op og ned af hinanden alligevel. Ej, Ja. bare tag den. Fuck det, mand. Okay. Det går lynhurtigt. Vi skal alligevel have mere jern til. Jeg har ikke noget wood. Du har ikke noget wood. Jeg har pinde der. Værsgo. Nej, det var heldigt. Tak. Sådan der. Jeg beholder lige stone pickaxen også, in case. Yes. Jeg sidder simpelthen og hører Boulevard of Broken Dreams lige nu. Carlsen og jeg kommer også, tror jeg. Hvem skriver det? James. Oj. Stort. Jack Styles Roomie. What? Så kan det være, at vi får en privat DJ på, jo. Ja, på Rabalderbar, eller hvad det bliver. Jeg tænker, de mener den 10. Nå! Det tror jeg umiddelbart. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Skal vi lige sove igen, eller hvad? Ja. Nu er der snart blive en nat. Ellers er det bare mørkt. Det var vinter, I guess. Hvis vi står lige og venter på evighedsmad, eller hvad? Jeg har jeg har faktisk okay med mad allerede. Ja, jeg beholder altså lige fjern. For hvad? Du ved... Altså, jeg har jo også en flint, så jeg kunne i princippet lave en pil mere. Okay.
var sindssygt, hvis det er den ene pil. Nej, der også vinder Icons ting. Ved ikke noget. Carlsen har inviteret mig. God mand, Carlsen. God mand, Carlsen. Det må God jeg mand. Jeg så godt, Carlsen har accepteret det, eller har stemt. Det er stort. Skud Carlsen. Sidste år var vi 70 mennesker næsten. Det var crazy. Det er jo også for sindssygt, jo. Det er stort. Tager du den der potato der? Yes, sir. Hej fra PC, hej Hvor fra mange jer. sidste år, så er vi der. Ja, tak. Men Altså, hvad James. fanden skal vi herfra? Vi skal vel bare... Skal vi lige hurtigt løbe lige overfladen rundt her, så lige se om der er noget jern, vi lige kan tage, og så... Ja. videre. God lyd. Er det ikke, hvad det vi gør? Det tænker jeg. Der er masser af kover. Ja, fordi det kan man ikke bruge til noget, vel? Kan man det? Du kan lave kovervåben, men det er ikke sådan, så jeg føler det... Der var så med noget. Der var 2. Så fortsætter vi. Jeg føler, vi skal heroppe af. Og se, jeg er allerede på vej heroppe af. Vi har bare en 6. essens, når det angår Minecraft. Ja, Det er nice. den var faktisk også god, den film. Den 6. sans, fandt jeg ud af. Ja, den er fucking god. Ej, Altså, det er den 6. essens, det er den er helt gamle med I See Dead People, ikke? jo. Ja, den er fucking god. Der er jern hernede. Inden vi tager det andet der. Okay. Jeg kan lige på disk og stemmer KH. Ja, gør det, mand. Stem. Vi bliver rige og Og hvis berømte man sidder her. og tænker, jeg vil gerne være alle datoerne, og jeg er ligeglad med for nogle datoer, så bare stem på alle sammen. Ja, så gør det. Jo flere, jo bedre. Ja.